Mes chers collègues, j'ai reçu de Roland Museau et des membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement sur le projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un mécanisme européen de stabilité. La parole est à Jean-Pierre Brard pour une durée ne pouvant, Monsieur Brard, en aucun cas excéder 30 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Pierre Lequillier vient de terminer en disant qu'il disait la vérité. Et comme Nicolas Sarkozy le dirait, la vérité si je mens. Parce que qu'est-ce que nous venons d'entendre de vous, Monsieur le Ministre, jusqu'au rapporteur? Nous venons d'entendre les adorateurs du veau d'or qui se perdent dans les approximations pour nous enfumer. Solidarité, oui. Il a raison, Pierre Lequillier. Solidarité avec Warren Buffett, avec Soros, avec la Deutsche Bank, avec la BNP, avec la Société Générale, avec les capitalistes que vous remplumez chaque jour davantage comme s'ils en avaient besoin. L'exercice auquel je vais me livrer au nom du groupe des députés du Front de gauche est un exercice de pédagogie politique, pas pour vous convaincre, Monsieur le ministre, puisque le président de la République ne vous a pas fourni le sonotone, mais pour m'adresser aux personnes qui sont dans les tribunes et qui nous regardent sur Internet, pour expliquer ce que vous dissimulez. Il faut que nos concitoyens saisissent bien les enjeux de ces deux textes, qu'ils sachent la vérité que le gouvernement veut imposer aux parlementaires dans le cadre d'une procédure accélérée. Il faut que nos concitoyens puissent, en connaissance de cause, se déterminer pour les choix qu'ils auront à faire ces 3 prochains mois. Qu'ils sachent enfin que seuls les députés du Front de gauche ont demandé à ce que ces projets de loi se concluent par des votes solennels et qu'ainsi chacun puisse apprécier le vote de chaque parlementaire sur ces textes qui remettent en cause la souveraineté de nos États et engage l'Europe dans la voie d'un fédéralisme caporalisé. L'absence de débat public et les silences coupables des médias sur ces questions nous interrogent sur l'état de notre démocratie. Les Français, eux, ne sont pas dupes. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est mardi gras. Ils savent qu'après les masques, qu'après le carnaval, viennent toujours le mercredi des cendres, le jeûne, le carême et l'abstinence. L'abstinence auquel vous voulez soumettre les Français, les dizaines et les dizaines de mails que nous recevons tous le prouvent. Nos concitoyens sont inquiets. Inquiets du manque de débat citoyen, inquiets des prises de position peu claires de certains élus, inquiets de ce putsch austéritaire qui se joue, comme le dirait notre ami Pierre Laurent, secrétaire national du PCF. Et nous ne pouvons, hélas, que leur donner raison et relayer leurs inquiétudes. Mais avant de faire la lumière, mes chers collègues, sur les projets funestes de M. Sarkozy et de Mme Merkel pour l'Europe, j'aimerais faire un petit rappel historique qui remette nos débats d'aujourd'hui dans la perspective historique de notre nation. J'aimerais rendre hommage à Spartaco Fontano, ajusteur italien, à Joseph Bokshoff, ingénieur chimiste hongrois, à Marcel Reimann, ouvrier polonais, à Celestino Alfonso, républicain espagnol, à Misak Manouchian, poète arménien, qui il y a 68 ans, jour pour jour, le 21 février 1944, sont morts pour que vive la France où ils avaient choisi de vivre. Ils voulaient fonder, comme le précisera un an plus tard le programme du CNR, une république, je cite, nouvelle, qui rende aux institutions démocratiques et populaires l'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui précédèrent la capitulation. Fin de citation. 68 ans plus tard, le sens de leur combat est foulé aux pieds. Leur mémoire est de nouveau trahie. On savait depuis le mois d'octobre 2007, grâce à l'ancien numéro 2 du MEDEF, Denis Kessler, qui s'était laissé aller à la confidence dans la revue Challenge, que le gouvernement français s'employait, je le cite, à sortir de 1945
et à défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Fin de citation. Nous savons désormais, grâce à ces deux projets de loi que vous nous présentez aujourd'hui, que cette stratégie du gouvernement est en fait une stratégie européenne concertée. Le président de la République l'a d'ailleurs formulé clairement le 1er décembre dernier lors de son meeting de Toulon. Je le cite, « Chacun doit comprendre qu'il n'y a pas de différence entre la politique intérieure et la politique extérieure, entre la politique nationale et européenne. » Voilà, mes chers collègues, qui fait froid dans le dos. Car la stratégie retenue par les gouvernements européens afin de, je le cite toujours, préserver la stabilité financière en Europe et celle de la gouvernance contre la démocratie, c'est celle, comme dira Angela Merkel, de la discipline et du contrôle, comme la solidarité et la libre association. Comment c'est pas bien? Qui parle de discipline? Qui dit qu'il faut faire rentrer les peuples du Sud dans le rang? Qui demande au peuple grec de vendre ses îles? C'est le gouvernement allemand. Vous voulez nous faire taire, monsieur de Courson, mais vous ne nous ferez pas plus taire que les contre-révolutionnaires n'ont réussi à faire taire votre aïeul, le Pelletier de Saint-Fargeau. Vous voulez vous attacher, dites-vous, à prévenir les déséquilibres, à surveiller les politiques nationales pour favoriser des politiques budgétaires saines, avec Mme Merkel et M. Sarkozy. Surveiller et punir devient la nouvelle devise de l'Union européenne. Les peuples n'ont que faire de votre hygiénisme économique et de votre orthopédie financière. Ils n'ont que faire d'un système carcéral transposé aux finances publiques. Ils veulent reprendre en main leur destin confisqué par la finance et que des technocrates européens s'apprêtent sous la houlette d'un directoire franco-allemand à sanctuariser. Les peuples, mes chers collègues, refusent de payer pour une crise qui n'est pas la leur. Avec votre projet de fonds monétaire, l'austérité pratiquée ces 10 dernières années en Allemagne et les mesures de régression sociale de ces 5 dernières années en France vont devenir le modèle de développement unique des États européens, leur seul horizon. Le carcan de la rigueur budgétaire va peser ad vitam aeternam sur les épaules de chacun des peuples de l'Union européenne. Pourtant, ce modèle allemand que vous portez au nu à droite et dont le président de la République se sert comme alibi pour casser notre modèle social, l'immense majorité des citoyens allemands eux-mêmes le détestent. Ils sont 73% à le considérer comme injuste. Quel est ce pays modèle où en 10 ans, l'espérance de vie des plus pauvres a reculé de 2 ans? Quel est ce pays modèle que vous idolâtrez, dans lequel 600 000 retraités de 65 à 74 ans sont obligés de chercher des emplois non qualifiés à temps partiel et sans protection sociale pour survivre? Quel est ce pays modèle dans lequel 20% des travailleurs sont des travailleurs pauvres? L'Allemagne, c'est le pays d'Europe où l'on a créé le moins d'emplois depuis 20 ans. C'est celui où la hausse des inégalités de revenus a été la plus forte, celui encore où la part des salaires dans la richesse créée a le plus baissé, où le pourcentage de chômeurs indemnisés a le plus fortement chuté, un pays où le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté atteint 17% contre 13% en France, un pays où 10% de la population est obligée de fréquenter régulièrement les soupes populaires pour se nourrir. Un emploi sur 3 n'y est ni à plein temps, ni à durée indéterminée. Un emploi sur 10 en Allemagne est un job payé moins de 400 € par mois. Le pourcentage des emplois à bas salaire a augmenté de 6 points et 2,5 millions de personnes travaillent aujourd'hui en l'absence de salaire minimum pour moins de 5 € de l'heure. Voilà votre idéal à droite. Et à chaque fois, décidément, que vous prenez l'Allemagne pour modèle, c'est chaque fois dans la mauvaise direction. Nous, nos références, ce n'est pas Sainte-Angèle de Germanie, mon cher collègue. C'est Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht qui vous font encore froid dans le dos aujourd'hui. Voilà
les résultats de la discipline pour les finances publiques et de la dérégulation du Code du travail pour les salariés, les chômeurs et les retraités. Si vous le dites que c'était mieux en Allemagne de l'Est, sûrement avez-vous raison. Voilà votre Allemagne, mes chers collègues, classée 9e au rang des paradis fiscaux. La source Financial Secrecy Index d'octobre 2011. Cette Allemagne que vous idéalisez, c'est le jardin d'Éden pour le patronat et la descente aux enfers pour une majorité d'Allemands. Votre modèle, c'est un village Potemkin que vous construisez de toutes pièces pour casser le code de travail et imposer partout en Europe la loi des financiers. Après le modèle américain et ses subprimes en 2007, voilà que le président Sarkozy essaie de nous vendre la prétendue vertu allemande et son efficacité. On le sait, depuis la révolution de 1789, la droite a toujours eu besoin de s'appuyer sur des modèles venus de l'étranger pour imposer ses choix politiques réactionnaires. Mais ce qui est, moi je n'ai jamais été Coblansard, mon cher collègue, et je n'ai jamais été, quand il s'agit de l'intérêt national et du patriotisme, du mauvais côté. Mais ce qui est en préparation actuellement dépasse tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent. La situation en Grèce, monsieur de Courson, vous qui ne jurez que par l'ancienne Union soviétique, la situation en Grèce, transformée en laboratoire du capitalisme européen, devrait pourtant vous convaincre, mes chers collègues, que les propositions que vous portez, les solutions que vous imposez ne sont pas les bonnes. Vous refusez de voir la réalité en face et votre aveuglement idéologique, votre idolâtrie austéritaire, la haine de l'État social pour certains d'entre vous condamne les peuples à la misère et au dénuement. À Athènes, la situation sociale est devenue dramatique. La population est à bout. Comme l'écrit Pierre Salignon dans le rapport 2011 de Médecins du Monde, je le cite, en Grèce, pour les plus précaires, il n'est plus question d'austérité, mais de survie. Fin de citation. Les conventions collectives en Grèce ont été supprimées, le salaire minimum baissé de 22%, les retraites amputées de 15%. La malnutrition fait des ravages dans les écoles primaires où les manuels scolaires n'ont pas été distribués cette année. La faim a fait son apparition dans les grandes villes du pays où l'on voit désormais des SDF par milliers se presser dans les soupes populaires. Désormais, sur 11 millions d'habitants, la Grèce compte officiellement 3 millions de pauvres, près de 30% de la population. Le chômage touche plus de 20% des actifs et 40% des jeunes entre 15 et 24 ans. Les Grecs en sont réduits à abattre les arbres de leurs forêts pour se chauffer, incapables de payer le mazout ou l'électricité, dont les prix se sont envolés, respectivement plus 100% et plus 50% en un an. Au moment où le peuple grec en a le plus besoin, sous la pression de la Troïka, c'est-à-dire la Banque centrale, le FMI et l'Union européenne, le chef du gouvernement grec, non élu et donc illégitime, coupe à la hache dans les aides sociales et les structures d'accueil. C'est là la condition sine qua non imposée par Bruxelles pour le déblocage de l'aide de l'Union européenne. Cette aide n'est pourtant pas destinée au développement social dont la Grèce a un besoin vital, mais à garantir le remboursement des dettes de l'État grec aux banques françaises et allemandes notamment. À cause d'une saignée de 40% dans le budget du secteur hospitalier, les soins ne peuvent plus être assurés partout. Certains laboratoires pharmaceutiques refusent de livrer des médicaments aux centres de soins et aux pharmacies de peur qu'ils ne puissent pas payer. Les hôpitaux sont contraints de décliner les admissions pour les cas les moins